Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Patrice Baudouin, au bout du fil. Écoutez, aujourd'hui, j'aimerais parler du blockchain dans l'agriculture et de ses avantages et de ses inconvénients aussi, quand même. Il y a déjà des solutions qui sont apparues, surtout pour les fermes à volume. Là. On parle de très grosses quantités. Mais je vais utiliser un cas ici que je vais discuter avec vous et de faire aussi des associations, quelles similitudes ou comment on pourrait ou comment on peut utiliser cette technologie-là, soit dans le contexte d'opération, opérationnelle, la gestion des stocks, gestion des commandes, et comment ces services-là de blockchain qui existent actuellement peuvent s'imbriquer dans ces opérations-là. Alors, commençons. Le cas que je vais vous soumettre aujourd'hui, c'est le cas de ING Direct, la banque du Danemark, des Pays-Bas. Pays-Bas, Danemark, j'espère que c'est la même chose. C'est donc les Pays-Bas. Cette banque-là, avec la HSBC et Cargill, en 2018, a initié un projet de blockchain pour les finances, pour le traitement de toute la paperasse financière, pour le dédouanage, la livraison, la réception. Essentiellement, tous les parties qui sont impliqués dans cette transaction-là font partie de la plateforme. C'est R3 qui gère la plateforme, soit dit en passant. Et la plateforme s'appelle Corda. Donc, c'est un partenariat, vous l'aurez compris, qui vise à accélérer donc la transaction. Je vous donne un exemple. Leur service a permis, à la place de prendre 2 semaines à peu près, au dédouanage, toute la paperasse à gérer pour livrer du grain. Cargill se spécialise dans le grain. Moins d'une journée, grâce à cette technologie-là. Parce que le blockchain permet de sécuriser toutes les informations, la valider et donc la rendre crédible. Ce qui est nécessaire là, pour dédouaner, pour pouvoir envoyer le produit d'une place à l'autre. Quand je dis d'une place à l'autre, dans ce cas-ci, c'est vraiment d'un pays à l'autre. ING Direct, c'est la banque la plus importante dans les commodités dans le monde actuellement. C'est probablement pour ça que c'est elle qui a donné le coup d'envoi à ce genre de technologie-là. Ce qui est vraiment intéressant, parce que plus on peut accélérer une transaction, c'est au bénéfice des clients. Ça coûte moins cher, c'est plus efficace. Le produit, on parle de produit frais. Hein? Un produit frais peut perdre de sa qualité avec le temps, on le sait très bien. Là. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, quel atout ce genre de service-là pourrait amener un service qui vise à vendre directement de la ferme à l'acheteur. Comprenez-moi bien, Cargill, c'est une compagnie qui gère du grain et qui en vend d'autres. OK? Le projet que je suggère, moi, c'est de vendre du grain ou autres produits à ceux qui le consomment. Soit pour faire du pain, soit parce qu'ils sont un restaurant, soit parce qu'ils sont des petits transformateurs ou des gros transformateurs. Dans tous les cas, qui vont être l'utilisateur final pour ensuite vendre très souvent à une autre clientèle là, un produit fini. Que ce soit un restaurant ou même peut-être du particulier. Eux ne vendront pas, ils vont tout simplement le manger. Donc, je continuerai à dire en premier, je vous rappellerai l'aspect des marchés à terme, leur avantage et la similitude avec le projet que je suggère. L'avantage des marchés à terme, c'est une protection contre la fluctuation. C'est un engagement à acheter aussi, une espèce de contrat entre deux parties. Et en plus, ça donne un pouvoir sur la cotation, sur le prix des denrées. Et ça, c'est les objectifs, c'est les avantages que je veux obtenir avec la plateforme, mais avec un contexte différent. Comme j'expliquais dans un autre podcast, c'est pas les marchés à terme que je vise, mais un fonctionnement semblable pour finalement faire une transaction entre une ferme et un acheteur.
Donc l'avantage du blockchain pour ING Direct, et ce qu'il propose, c'est en train d'être implanté là, tranquillement. Il teste parce que c'est un changement de culture dans les pratiques des chaînes d'approvisionnement. Ça prend du temps à faire ça. Mais ils y arrivent. Cette efficacité-là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est un partenaire potentiel. Mais évidemment, les volumes qu'ils traitent, l'approche va être différente, c'est certain. Parce qu'au début, c'est presque sûr que ces volumes-là, je n'atteindrai pas ce type de volume-là dans le projet que je suggère. Mais comment ça peut s'imbriquer et comment on peut utiliser aussi le blockchain dans les opérations, comme c'est le cas avec les finances. Ici, là, avec ce cas d'ING Direct et Cargill et HSBC. La finance, vous comprendrez, c'est tout ce qui permet de faire la transaction, la garantie du prix, la transaction en elle-même, etc. Et tous les documents légaux qui sont nécessaires pour pouvoir déplacer le produit. Là, vous comprendrez, moi, je ne suis pas un expert, je ne vais pas dans les détails, c'est pas ça qui m'intéresse vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est comment on peut utiliser un service de cette nature-là dans un contexte où on vend directement à la ferme. Est-ce que ça peut être utile? Prenons le blockchain en lui-même, dans les opérations. Là, je le dis d'emblée, je ne pense pas que ce serait possible d'implanter du blockchain dans les opérations. Je vais vous dire pourquoi. Le blockchain, essentiellement, est une transaction, un élément qui est unique sur le web. On ne peut pas le répliquer. C'est ce qui garantit sa valeur, finalement, puis sa crédibilité. Dans le cas des opérations, c'est sûr que, théoriquement, c'est extrêmement avantageux parce qu'on peut garantir que telle transaction a été faite entre telle et telle personne, telle quantité, telle condition, etc. Et on ne peut pas revenir en arrière parce que ça a été mis en blockchain, en chaîne de blocs. Et on peut pas critiquer ça, on peut pas dire non, c'est pas moi, là. Comme ça arrive parfois. Par contre, il y a un enjeu de variabilité dans la gestion des achats et des ventes de produits agricoles. La variabilité, oui, des prix, d'une part, mais ça, je ne toucherai pas à ça. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la variabilité avec le besoin en lui-même et du produit de sa disponibilité. Comme j'expliquais, on vise aussi à faire de la prédictibilité sur les stocks et vendre ces stocks-là le plus tôt possible, une saison à l'avance, pour permettre aux producteurs justement d'aller chercher cette protection contre les fluctuations, puis un engagement, le fameux engagement à acheter. Par contre, le prix, on peut le garantir. Et encore, parce que plusieurs des transactions avec les producteurs sont faites encore au jour le jour, je vais dire ça comme ça. Ou, ben là, je te dis pas ce que j'ai, mais oui, j'en ai. T'en veux? Parfait. Voici mon prix. Négocie. On s'entend. Et le produit est envoyé. Mais quand c'est fait à l'avance, les besoins peuvent changer. Les stocks aussi. Alors, il faut en tenir compte. Ça rend plus compliqué, finalement, l'instauration d'un blockchain dans ces conditions-là parce que, justement, ça change. Une ferme où une année, il y a eu une surproduction, c'est merveilleux, les produits sont disponibles. Mais quand c'est l'inverse, il fait trop chaud, il fait trop froid, il mouille trop, il mouille pas assez, le produit est en moins grande disponibilité, sinon pas du tout, ça peut arriver, des pertes de production, ce qui est horrible. Pour l'acheteur, l'engagement, ça ressemble à quoi, là? Il perd son produit. Qu'est-ce qui arrive? Comment on gère ça? Est-ce qu'un blockchain peut être outrepassé, lui offrir d'autres conditions en tant qu'intermédiaire, là, où il va pouvoir avoir les mêmes conditions ailleurs? Ou comment on gère ce genre de situation-là?
Et c'est là que le bas blesse. Parce qu'un blockchain, dans cette situation-là, va compliquer la donne, à mon avis. Je ne suis pas un expert, comme je disais. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des chaînes de blocs. Je ne suis pas un programmeur. Mais il y aurait certainement une évaluation à faire entre coût-bénéfice, d'instaurer dans les opérations un blockchain. Quant aux finances, c'est prouvé, ça va plus vite quand les blockchains sont là, quand il y a plusieurs parties impliquées. Encore une fois, ça reste à voir comment ça peut être implanté, si ça peut être implanté, si ce partenaire-là peut être intéressé à un service comme je propose. Dans tous les cas, le blockchain va rester. Mais comment il va se manifester dans les opérations, que ce soit financière, opérationnelle, ça reste à voir. Au final, je finirais peut-être avec ça. Ce qu'il faut avoir en tête dans ce type de projet-là, c'est le service à la clientèle, mais pas... donc, je reprends mes mots. Comment on peut bien servir notre client? Et ici, la clé, c'est accélérer, rendre très efficient les opérations, que ce soit, comme je le disais tantôt, quel type d'opération. Évidemment, la logistique est incluse là-dedans, mais ça, je ne toucherai pas à ça pour l'instant. Comme réconcilier les comptes. Le blockchain peut offrir ça. Une compagnie aussi peut offrir ça sans le blockchain. Dans tous les cas, c'est le genre de service qui réduit le temps des clients qu'ils passent à gérer leurs besoins et leurs stocks. Et ça, c'est un gain. Un gain qui leur permet de se consacrer à la production. Autant à la production alimentaire en tant que ferme, ou à la production, s'ils sont un restaurant, un petit transformateur, ou même une famille qui sont obligés de produire un repas très souvent, tous les jours, au moins. Parlons du souper. OK. En d'autres termes, il faut être une compagnie qui est viable, mais aussi facilitateur. C'est ça aujourd'hui, les entreprises qui populent le marché aujourd'hui, c'est ce genre de compagnie-là, qui réussissent justement à être un facilitateur, surtout dans les services. On va être un pont entre la production et les services qui sont nécessaires pour vendre ce produit-là. Et on va y arriver. Ça termine pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. info@talisium.com. Partagez aussi le podcast ou le lien des podcasts que je crée à propos de ce projet-là. Plus il y a des gens qui écoutent, plus évidemment c'est intéressant. Donc, encore une fois, merci de m'avoir écouté. Puis je vous souhaite une très belle journée.